You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Donc, en ce moment, sur avec nous, on a Lucie Grégoire, une chorégraphe interprète montréalaise qui roule sa bosse depuis maintenant près de 25 ans, en fait, avec sa compagnie Lucie Grégoire Danse. On l'avait vu l'an dernier, qui présentait une création avec Yoshito Ono. C'était la pièce In Between. On l'avait reçu en studio avec nous, en fait, le 10 avril 2013. Donc maintenant, elle nous présente une nouvelle pièce qui va être présentée à l'Agora de la danse. C'est la pièce Ciel et cendres qui sera présentée le 14, 15 et 16 mai à 20h. Donc à l'Agora de la danse à Montréal. Donc bonjour Mme Grégoire, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Donc cette nouvelle pièce-là, en fait, après votre collaboration avec Monsieur Ono, c'est un solo, en fait, vous retournez à la forme solo. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en fait de ce retour en fait vers la forme solo? Qu'est-ce qui vous avait intéressé à faire un solo à nouveau? C'est ça, comme dans le passé, j'ai fait comme plusieurs longs solos. J'ai eu 10 ans en fait de collaboration avec Yoshito Ono. On a fait 3 créations entre 2003 à 2013. Et dans la création avec Yoshito Ono, les pièces étaient construites qui avaient quand même des cours solos de l'un et de l'autre, aussi accompagnés de duos. Mais après ces 10 années-là, le solo a toujours été comme une prédilection aussi pour moi. Pour moi, c'est un état en fait de révélation, de voir comme une seule personne sur scène, que ce soit en théâtre, en danse. Je trouve que c'est des moments très, très révélateurs et je suis très proche de cette forme-là. Donc, après ces 10 ans-là avec Yoshito Ono, j'ai été nourrie vraiment de différentes expériences. J'ai vraiment senti la nécessité, en fait, de revenir justement au solo. J'avais emmagasiné une grande quantité vraiment de nouvelles approches, de développer un peu ma danse autrement. Et j'avais aussi, il y a 2 sources d'inspiration qui étaient là très fortes, puis c'était très clair pour moi que à partir de ces 2 sources-là, que ça allait se manifester dans un solo de nouveau. Un peu comme pour, pas forcément boucler la boucle, mais comme pour, comment je peux dire, poursuivre mon chemin un peu dans une direction un petit peu différente. Et en 25 ans de carrière, est-ce que la plupart de votre parcours a été vraiment des solos? Est-ce que vous avez créé sur d'autres interprètes des fois également? Oui, j'ai fait aussi peut-être 3 pièces de groupe. Une pièce de groupe dans laquelle je dansais pas, c'était en 2003. C'était à Tisa, au l'envers d'une étoile, pour 5 danseuses. Et à ce moment-là, justement après plusieurs solos, je sentais vraiment le besoin de transmettre vraiment sur d'autres corps. Ça se retrouvait être des corps féminins, des corps de femmes, un peu. En fait, pourquoi j'ai commencé les solos, c'est comme ça s'apparente un petit peu au travail d'un sculpteur. J'avais besoin, à partir de moi-même en tant que danseuse, un peu de creuser ma matière, comme un peu un sculpteur enlève des couches pour aller un peu à l'essence de ce que je veux exprimer. Puis après 10 ans en fait de solo, là, j'avais senti le besoin de transmettre cette expérience-là à d'autres interprètes. Mais aussi, j'ai fait plusieurs créations in situ, à l'extérieur, avec des grands groupes de danseurs, 30 danseurs. La plupart du temps, mes créations in situ, je travaille avec des danseurs de la relève, donc des jeunes danseurs finissant de l'ADMI ou des Concordia de l'UQAM. Et pour moi, c'est très important de travailler aussi avec des jeunes danseurs. Donc là aussi, je leur transmets sans être dedans, dans les pièces. Parce que je dis ça parce que les chorégraphies in situ font aussi vraiment partie de mon répertoire. J'y accorde autant d'importance que les pièces créées et présentées en théâtre. Voilà. En parlant des travails instituts, parce que peut-être ça a à faire avec ton thématique pour cette pièce-là, mais les images du pièce, t'es dans la forêt, t'es dans la nature, mais à l'Agora de danse, ça va être un studio que tu vas présenter la pièce dans un studio. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de tes thématiques et de la raison que ça se fait dans un studio? Le prochain solo, la prochaine création, Ciel et cendres.
C'est parce que ce qui se passe dans les créations, je vais y revenir, la création in situ, j'ai vraiment un thème. En fait, c'est un peu à chaque fois que je crée une pièce, je dirais c'est comme si une variation sur un même thème, et mon thème est vraiment comme la migration. Et ça vient de mes expériences de voyage aussi dans le désert, où il y a vraiment des masses d'individus, que ce soit des êtres humains ou des animaux, qui parcourent vraiment de longues distances à travers toutes sortes de réalités. Là, dans Ciel et Cendres, l'inspiration vient d'un voyage que j'ai fait dans la forêt amazonienne de l'Équateur il y a 1 an exactement. Je revenais de ce voyage-là chez les Achuars. Donc c'est sûr que c'est ce peuple-là qui est en symbiose vraiment parfaite avec la nature, que leur vie est vraiment créée dans un rapport chamanique avec les éléments. C'est sûr que ça m'influence beaucoup, mais je dirais le thème est un peu différent. C'est pas la migration au même sens que des chorégraphies in situ qui sont construites dans l'environnement. Donc là, comme c'était un solo, j'avais quand même besoin de le circonscrire dans l'espace. Et en fait, c'est plus à travers, comment je peux dire, l'expérience du corps, la gestuelle que je développe ou que je transmets, en fait, ces notions-là, plutôt que par des longs déplacements dans un espace ouvert et infini. Donc, je suis vraiment, je travaillais sur moi-même en interprétant le solo. C'était vraiment à travers l'expérience de mes mouvements que j'essaye de transmettre la même image ou la même source d'inspiration. Et au niveau de l'espace dans lequel vous travaillez, en fait, quand vous créez, est-ce que, en général, vous vous mettez dans un studio, vous créez là, ou est-ce que vous créez un peu à l'extérieur pour des pièces qui risquent d'être présentées dans des studios, dans des espaces de théâtre plus formels? Quand c'est présenté en théâtre, là, comme à l'Agora, je crée vraiment dans mon studio. C'est un peu comme être entouré de 4 murs blancs, un peu d'être comme devant la page blanche ou la toile blanche du peintre. Et puis, c'est vraiment tous les jours que je me retrouve dans le studio et où je laisse vraiment émerger ou imprégner les images que j'ai reçues et que je travaille comme au niveau de la gestuelle, à partir peut-être de longues heures d'improvisation où je vais retenir comme quelques éléments que je sens qui sont comme juste par rapport à ce que je veux exprimer. Et tout ça, c'est comme un long processus, disons peut-être d'1 année, où au fil des jours, la pièce se construit et je la sens et je la vois comme apparaître. Mais ça se fait, pour les pièces en salle, je les crée en studio. Et au niveau des créations in situ, est-ce que des expériences ou des outils qui vous sont venus à travers ces expériences-là, que vous sentez vraiment vous aident à travers la création en studio? Est-ce que des éléments du in situ en tant que forme qui vous servent dans votre démarche plus travail formel en studio? Oui, tu sais, dans les créations in situ, j'utilise beaucoup comment je peux dire, habiter de différentes façons. J'utilise beaucoup la lenteur, vraiment, la marche vraiment en extrême lenteur, mais qui peut être accompagnée d'une certaine gestuelle aussi. Et donc, ces éléments-là aussi, comment je pourrais dire, reviennent aussi en studio. C'est sûr que, comment je pourrais dire, tout l'ensemble de mon travail est connecté et relié ensemble. Tu sais, je vais pas séparer les pièces in situ de la création en salle. Sauf que ce que je sens dans la création en solo, je vais aller comme creuser un peu plus en profondeur, comme au niveau comme de l'interprétation. Mais d'ailleurs, les créations in situ ont été inspirées à la base d'un solo que j'ai créé en 92 qui s'appelait Vers le haut pays et qui était suite à un voyage que j'avais fait dans les îles Ellesmere au pôle Nord. Et au début, quand j'ai voulu créer la pièce, tout ce que j'arrivais à faire en studio, c'était de marcher lentement puis de m'asseoir immobile parce que c'est ce qu'on faisait dans le Grand Nord. Et je me disais, mais je peux pas faire une pièce en salle comme ça, si je pensais à la relation avec le spectateur. Et c'était vraiment quand j'ai commencé à travailler avec le scénographe, qui a construit une scénographie qui me permettait d'utiliser cette gestuelle-là, que j'ai pu créer la pièce. Et
Ensuite, de là est née les créations in situ, où ce seul être-là, vivant dans l'immensité, j'ai voulu le prendre et le multiplier au niveau de la masse, mais dans une immensité réelle, en prenant des lieux comme le Mont-Royal ou le Jardin botanique, ou donc des lieux ouverts. Mais, comment je peux dire, tous ces éléments-là sont toujours comme très vivants à l'intérieur de moi, puis à chaque fois que je commence une création, ils ressortent toujours, mais après je vais les transformer, puis les adapter et les recréer par rapport à l'inspiration que j'ai pour un solo spécifique. Par rapport à l'inspiration du rituel et des gestures du rituel, comment est-ce que l'importance de ces gestures change quand vous mettez dans une chorégraphie? Oui, ben c'est ça, c'est ce que je veux dire. Même si je dis que ce solo-là, en fait, il est inspiré aussi de ce voyage-là, qui était un voyage comme chamanique. Je veux juste comme préciser, d'ailleurs, il y a aussi une autre source d'inspiration qui est le livre de Jocelyne Saucier. Mais c'est très clair que, comment je peux dire, même si j'ai assisté, j'ai participé à des cérémonies avec des chamans, dans la danse, je recrée pas un rituel comme chamanique sur scène. C'est encore là. La même chose, c'est comme le temps que j'ai passé, juste même, c'est beaucoup des états d'observation aussi quand on était avec les indigènes et tout. Et en fait, à ces moments-là, il faut être comme on dirait que le corps, le mental, les émotions, tout ça, c'est comme lié, c'est tout lié ensemble. Il faut juste comme ouvrir les antennes et être capable de recevoir. Donc, la notion de comment je peux dire, de rituel, je la transforme beaucoup. Comme je dis, je fais pas un rituel, mais à travers un personnage qui ressemble peut-être pour moi à un chaman, mais comme transformé, j'essaye de faire juste. En fait, ce qui m'intéresse dans le chamanisme, c'est la métamorphose et la transformation vraiment de l'être humain en autre chose que lui-même, sans perdre son identité, mais de pouvoir de devenir un animal, devenir une roche, devenir un arbre, devenir un vieillard ou un jeune enfant. Et c'est quelque chose que j'explore depuis vraiment plusieurs années, que j'ai commencé à explorer en 1989, quand j'ai créé mon premier solo Absolute. Donc, toutes ces expériences-là, en fait, qui m'attirent, je sens qu'elles viennent pas comme juste m'amener vers d'autres dans une autre direction. Je sens que c'est une direction que j'ai pris déjà même avant d'avoir accès à ces expériences-là. Alors, est-ce qu'il y a une spiritualité dans tes interprétations? Ben pour moi, ma danse a toujours un caractère spirituel. En fait, ce qui m'intéresse dans la danse, c'est vraiment l'aspect global de l'être humain, d'essayer d'aller toucher et rejoindre chaque spectateur, pas en tant que masse, mais en tant qu'individu, autant au niveau de sa sensibilité, au niveau spirituel, au niveau kinésique aussi du corps. Donc, oui, il y a une dimension spirituelle, oui. Peut-être tu peux parler un peu du livre. Il pleuvait des oiseaux, oui, de Jocelyne Saucier, qui est une auteure, c'est ça, ici québécoise. Ben, quand j'ai eu accès à son livre qu'une amie m'a offert par hasard, j'ai senti une grande résonance avec des images, des scènes. En fait, son écriture me touchait beaucoup, mais il y a des images, il y a des personnages dans son livre qui, je sens, faisait référence à une partie de moi-même, que peut-être même non identifiée, mais qui avait une résonance comme avec un vécu intérieur. Et après, c'est ça, ce qui se passe, c'est que je retourne en studio, puis je me sens comme habitée par ces images-là. Donc, je commence comme à bouger dans l'espace, et je fais pas, c'est sûr, je fais pas comme, c'est pas une mise en scène ou une adaptation de son livre, mais c'est simplement de laisser certaines images bien précises, comme évoquer, et de voir comment à travers le mouvement comment ça peut s'exprimer et quelle partie de moi ça va chercher au niveau comme de la gestuelle, puis ça m'amène dans une nouvelle direction aussi dans la création. Et au niveau de la création en tant que telle, quand vous êtes dans le processus de création, vous avez mentionné passer plusieurs heures dans le studio à travailler ça, à retenir quelques mouvements. Quelle sorte d'exercice ou d'activité est-ce que vous faites justement pour aller trouver ça, à partir de la genèse de l'idée jusqu'au projet final? Qu'est-ce que vous faites exactement en studio pour vraiment aller commencer à créer?
Ben, écoute, bon, en premier, tu sais, avant comme de pouvoir bouger, j'ai toujours comme un entraînement qui peut être soit maintenant ça change beaucoup avec les années, qui peut être maintenant plus soit yoga ou qigong ou mon propre entraînement personnel que j'ai développé aussi au fil des années. Et après, c'est en fait d'essayer de me mettre dans ça n'y arrive pas toujours, un peu dans un état de vide intérieur pour juste comme laisser émerger l'authenticité, en fait, du mouvement. Parfois, je peux bouger comme beaucoup pendant, je sais pas, 1 heure ou 2, mais je sais pas, il y a un déclic. Parfois, ça peut être je sais pas, une petite séquence de mouvement qui a duré peut-être 1 ou 2 minutes dans toute l'improvisation que je sens que c'est difficile pour moi de l'expliquer avec des mots, mais que j'ai touché à une esquisse de ce que je voudrais comme exprimer à travers l'image que j'ai. Et après je vais reprendre juste cette séquence-là et vraiment comme insister dessus, la creuser jusqu'à temps que je sens qu'il y a comme une gestuelle, comment je peux dire, j'ai le mot comme valable que je voudrais dire, mais plus que valable, mais qui est pertinente, puis qui est tout à fait appropriée. Et c'est sûr qu'en solo, je travaille aussi quand il y a un certain matériel chorégraphique qui est construit, je travaille avec une personne qui est en fait mon œil extérieur, mais qui me connaît depuis comme 20 ans. Et juste pour avoir comme un feedback et qui est pour pouvoir, c'est ça, comme juste enclencher puis aller un petit peu plus loin dans la recherche. Vous avez mentionné la notion d'authenticité qui semble très importante en fait dans votre processus créatif. Pour vous, c'est quoi exactement l'authenticité dans le mouvement, dans la création? Ben, c'est ça. Quand je parle d'authenticité, c'est comme ça reste comme très personnel. C'est que le geste que je vais faire est vraiment relié, qui est pas, comment je peux dire, qui est pas, j'allais dire le mot comme gratuit, mais qui vient d'une source que je porte comme à l'intérieur de moi. Et c'est arrivé que souvent je faisais comme une gestuelle, puis qui était pas. Faut que la gestuelle soit habitée, faut que mon mouvement soit habité. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il devient comme authentique. Et des fois, même dans des recherches, je me suis perdue, j'allais comme dans un certain type de gestuelle, mais je sentais plus comme la source. Alors, je l'ai changé, je l'ai comme adapté pour toujours être en contact avec ce que je vis comme intérieurement quand je fais un mouvement ou un geste ou une séquence chorégraphique. C'est plus dans ce sens-là. Donc, relié vraiment authentique dans le sens de relié à la source d'inspiration que je porte en moi pour exprimer ce geste-là. Et pour créer le lien entre justement cette source personnelle-là très très forte, la création qui vient de l'individu, mais avec le côté plus anthropologique de vos intérêts, le côté plus des différentes cultures internationales et tout ça, comment est-ce que vous créez ce lien-là en fait entre l'individu très personnel et cette globalité-là en fait d'individu? Oui, ben c'est ça. Comment je peux dire, une priorité que j'ai toujours dans mon travail, même si je pars de sources d'inspiration personnelle, c'est que j'essaie toujours de donner une dimension comme universelle à mes pièces. Donc, ça m'intéresse pas que les gens, je veux dire, comment je peux dire, de raconter ma propre histoire et puis donc, pour moi, c'est très clair que quand comme là, il y a des séquences que j'ai créées inspirées par la forêt amazonienne. Comment je pourrais dire, c'est que cette danse-là, quelque part, elle vient de moi, mais qu'après elle ne m'appartient pas. Et puis qu'elle devient vraiment ouverte sur le monde. Et puis je sais pas, en travaillant aussi avec un extérieur, que je sens qu'elle peut toucher ou avoir une accessibilité vraiment au public, que ça devienne pas, et ça j'en suis très très consciente, je veux pas créer comme une danse hermétique et qui fait affaire juste comme même si je pars d'expériences vécues, pour moi le défi c'est de les ouvrir et de les communiquer et de pouvoir les rendre accessibles vraiment à tous. Et donc quand je crée, j'ai toujours comme ce souci-là où je me pose toujours la question, bon, est-ce que ça reste comme trop personnel ou cette danse-là ou cette courte danse-là, il y a plusieurs danses,
peut donner justement accès ou une ouverture aux autres. Et ça, c'est toujours un questionnement perpétuel dans la création. Puis c'est pas dans le sens que je crée non plus pour le public. Je crée avec mes notions, mes idées, mes images, mais c'est dans la transposition puisque je donne à voir vraiment aux autres. Parce que pour moi, c'est un art de communication et si j'arrive pas à communiquer, ça reste trop hermétique. C'est comme, pour moi, c'est pas la peine de le faire. Et bon, c'est sûr qu'en 25 ans de carrière, la société a énormément changé. Comment est-ce que vous trouvez que la réaction des spectateurs, du public à cette ouverture-là sur le monde, sur les autres cultures, a évolué à travers les années? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une plus grande ouverture à ça maintenant ou qu'au contraire, peut-être que c'est devenu un petit peu plus ferme, un petit peu plus hermétique? Moi, je pense qu'il y a une plus grande ouverture. Si je regarde même par rapport à des danses que je présentais, je sais pas, il y a une trentaine d'années, je pense que en tout cas dans le public que je reçois et qui vient voir mes pièces, autant les pièces in situ qu'en salle, je sais pas, avec la société d'aujourd'hui où tout est ouvert sur le monde, où les communications sont tellement comme faciles et rapides avec le monde et que moi je vais comme en tout cas dans des univers que qui essayent de rejoindre un peu il y a un mot qui me vient quand je travaillais avec Yoshito Ono, il me disait toujours, Lucie, si le mouvement part pas du cœur, c'est pas la peine de le faire. Faut toujours que ça parte du cœur. Parce que tout le monde, même la société a beau changer, devenu plus technologique. Je veux dire, je pense que l'être humain fondamentalement est toujours porté par ses sentiments, de communiquer et d'être touché quelque part à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est toujours comme l'essentiel. Mais je pense que, je sais pas, aujourd'hui, je sens peut-être une plus grande réceptivité à toutes ces notions-là. Et avec un titre comme Entre ciel et cendre, qui est tout de même très évocateur, en fait, comme titre, qu'est-ce que vous cherchiez à aller communiquer aux spectateurs potentiels, en fait, avec un titre comme ça? Pourquoi le titre? Qu'est-ce qui vraiment vous parle à travers ça? Bon, ciel et cendre, on pourrait parler cendre de la terre et du ciel, mais tu sais la danse est beaucoup axée aussi sur différents aspects de la métamorphose et puis en fait c'est un personnage dans la pièce qui est en état de transformation continuelle. La pièce est faite comme de différentes scènes ou de différents tableaux et puis bon les cendres où on peut sentir comme des fois, je sais pas, comme tout est brûlé ou tout est ravagé, mais il reste toujours comme une étincelle de vie aussi. Il y a comme l'expression, hein, on peut renaître de ses cendres. Donc c'est toujours ce voyage-là justement entre le haut et le bas et qui peut faire référence à différents états de vie que chaque être humain va passer, des moments très difficiles où on pense que non, c'est fini, on est comme brûlé, mais il y a toujours un élément de la vie qui fait qu'on renaît de façon souvent comme inattendue. Et c'est ça, c'est un voyage à travers comme différentes métamorphoses qui peuvent venir à la fois de la terre, mais qui peuvent s'en aller vers une lumière. Puis c'est un voyage aussi à travers comme d'un être, c'est un solo, mais un peu un voyage aussi à travers la solitude et puis le parcours aussi de chaque être humain. Est-ce que vous voyez votre carrière comme étant cyclique d'une certaine façon, comme un peu un serpent qui se mange la queue, où il y a cette métamorphose-là, mais une constante réévolution, où il y a une constante réémergence, en fait, de vos idéaux, de votre pratique, de vos idées, de vos concepts? Ah oui, non, moi je sens comme ma danse en transformation continuelle. Là, je sens pas c'est comme un cycle ou puis que je reviens puis que je repars. Au contraire, je veux dire, même s'il y a, comment je peux dire, c'est sûr qu'il y a un travail, il y a peut-être une écriture, un langage gestuel qui s'est développé au fil des années, mais qui je sens qu'il se transforme tout le temps. À chaque fois, même si là, que je reviens au solo, j'ai déjà fait d'autres solos. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, des fois, même, je me sens toujours comme une débutante et comme un peu une page blanche dans laquelle je vais essayer comme de
créer de nouveau. Donc, il y a eu cette période solo, il y a eu des pièces de groupe, le travail de 10 ans avec Yoshito Ono. Bon, là, cette pièce-là, c'est un solo. Ça veut pas dire que je retourne en solo pour les 10 prochaines années. J'ai comme d'autres projets aussi dans d'autres directions. Donc, c'est vraiment, je crée des pièces vraiment ce que je sens au moment présent. Après ces 10 ans de Yoshito Ono, comme on a parlé, je sentais le besoin de revenir au solo, mais c'est pas forcément un cycle de solo que je reprends. C'est comme, je reste toujours comme ouverte à l'écoute de ce que je sens qu'il doit être que je veux créer ou être créé à l'intérieur de moi. Et vous avez mentionné d'autres projets déjà en tête. Qu'est-ce qui s'en vient par après entre j'ai une création in situ qui va être présentée le 24 et 31 août au Jardin botanique. Ça, c'est des nouveaux projets dans la programmation du Jardin botanique où ils veulent créer vraiment des événements. Donc, j'ai une pièce in situ là. J'en aurai une autre au Parc La Fontaine dans 1 an. Et il y aura peut-être pour les 30 ans de ma compagnie en 2016, peut-être la recréation d'une pièce de groupe qui sera fait. Fait que donc il y a différentes chemins là qui sont tracés pour les prochaines années. Et est-ce que vous avez un site web où on peut trouver les informations sur la compagnie, sur les développements de la compagnie? Le site web c'est luciegrégoiredance.ca. Donc, avant tous ces projets-là, bien sûr, il y a Ciel et Cendre qui va être présenté à l'Agora de la danse à Montréal les 14, 15 et 16 mai à 20h. Donc, Lucie Grégoire, merci beaucoup d'être venue en studio avec nous pour nous parler de Ciel et Cendre. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on s'apprête à entendre? Alors, c'est une composition originale pour la pièce Ciel et Cendre. C'est une composition de Robert Marcel Lepage qui a été créée pour la pièce.
Donc, avec nous en ce moment, on a Noam Gagnon, qui est le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Vision Impure et anciennement de la compagnie Holy Body Tattoo, qui va chorégraphier une des pièces pour le spectacle Les Danses de mai, opus 2014, pour l'École de danse contemporaine de Montréal, qui sera présentée à la Maison de la Culture Frontenac du 15 au 17 mai à 8 heures. Et avec nous en studio également, on a Élise Boileau et Audrey Page, qui sont deux des étudiantes terminales de cette année, qui vont faire partie de la pièce de Monsieur Gagnon. Donc, bonjour à vous tous, comment ça va? Bon matin. Salut, merci. Bonjour, bonjour. Donc, bon, c'est sûr, les danses de mai, c'est une tradition à l'École de danse contemporaine de Montréal. Ça a lieu à chaque année. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, c'est un format où l'école invite des chorégraphes pour créer des pièces pour les étudiants. Donc, c'est le cas ici. C'est une pièce que vous avez créée directement avec les étudiants, bien ça? Oui, tout à fait. Ils m'ont invité, puis ils m'ont dit que c'était une année très spéciale, les 3e années, puis ils m'ont dit de toute la gang. Fait que j'étais content. Et à partir de quel moment, en fait, est-ce qu'ils vous approchent pour la création? Ils m'ont approché il y a 3 ans, puis je pouvais pas parce que mon horaire pouvait pas, puis pourtant je voulais beaucoup, mais j'avais un horaire trop chargé. Puis ils m'ont demandé, je pense au mois de septembre l'année passée, ils m'ont demandé si je pouvais, puis j'ai dit oui, il fallait que. Puis ils m'ont dit encore que ils disaient faut que tu viennes, c'est des étudiants incroyables, puis vraiment c'est la vérité, c'est des jeunes professionnels assez incroyables. Et au niveau du processus avec ces étudiants et étudiantes-là, à partir de quand? Est-ce que ça a commencé à partir de janvier seulement? On a passé un mois finalement ensemble, 5 semaines ou 4 semaines? 4 semaines, oui, complètes. C'était environ comme entre 15 et 20 heures par semaine finalement. Donc c'était pas beaucoup d'heures, mais c'était beaucoup plus que ce que je suis habitué. En général, on me dit on veut 20 minutes, on te donne 20 heures, puis vas-y. Fait que c'est 1 minute de l'heure. Donc, en ce moment, c'est le fun. On avait du processus assez incroyable. Et au niveau de la création de cette pièce-là, donc, qui s'appelle Breathe Me, c'est sûr, ça a été créé en un très, très court laps de temps. Et en plus, c'est avec les étudiants, la cohorte complète, si je me trompe pas. Oui. C'est les 17 étudiants de cette année qui sont finissants. Quelle sorte de processus est-ce que vous avez approché, en fait, pour créer la pièce avec autant de monde en aussi peu de temps? Ce qui était difficile pour moi la première semaine, quand j'ai commencé avec les interprètes, c'était trouver une structure dynamique auquel je pouvais avoir tous les danseurs sur la scène comme je voulais bien, parce que je voulais pas que ça devienne des solos, des duos, des entrées, parce que dans le contexte, je trouvais que c'était trop facile de les identifier à dire c'est une pièce d'étudiante et d'étudiants, dire on va avoir un solo, un duo, puis on va leur donner toute une petite job. Je voulais vraiment qu'on ait de trouver la difficulté pour moi, c'était d'aller chercher une structure où on peut toutes les mettre en valeur et qu'on peut les voir au niveau de leur interprétation, au niveau de leur talent unique, qui vraiment fait partie de la pièce. Donc pour moi au début c'était la première semaine, j'ai essayé tout le monde qui soit dans l'espace, puis on étouffait, hein, c'est comme c'était impossible. Donc de réorganiser ma pensée au niveau de l'intention. Finalement, c'est ce qui a vraiment été chercher le côté plus dynamique. Puis pour moi, qui m'excitait beaucoup, c'était les entrées, les sorties. Et de comment les intégrer d'une façon qui m'est pertinente, mais aussi qui me représente, qui était vraiment un peu comme... Ça fait drôle de dire, mais je suis un produit de Holy Body Tattoo. J'ai fait pendant 20 ans Holy Body Tattoo, donc ça fait partie de moi, c'est une partie de moi. Et donc, de juste faire des entrées ordinaires, ça... Puis on fait des choses assez incroyables. Moi, j'aime beaucoup les premiers 5 minutes, t'as l'impression que tu viens de passer 15 minutes d'information, donc j'aime beaucoup ça. C'est comme... Fait que c'est ça. Je me souviens une fois, je discutais avec Lucie Boissonneau, qui est la directrice du programme, et on avait parlé une des difficultés en fait de créer une pièce pour jeunes interprètes comme ça qui sont dans un programme d'études, c'est qu'il y a le côté artistique, il y a le côté on veut créer une pièce qui soit un produit artistique intéressant, mais il y a aussi le côté c'est un showcase, donc on doit présenter les talents, les valeurs, les habiletés des jeunes danseurs.
Comment est-ce que vous avez navigué ce côté-là de on doit faire quelque chose qui les met en valeur, mais on doit aussi faire quelque chose qui a une certaine authenticité artistique? Moi, je vois pas la différence. Je le comprends, la différence, mais je la vois pas, la différence. Parce que j'ai fait une pièce récemment, l'année passée, où il y avait un acteur qui était pas danseur, puis j'ai demandé à des gens de dire... pourtant, mon travail est très physique. Puis... j'ai demandé, est-ce que vous savez c'est qui le danseur? Et qui sont les danseurs et qui est l'acteur? Puis il y a personne qui pouvait savoir, dire, peut-être que... Donc, dans ma tête, il n'y a pas de différence. C'est d'aller chercher les forces particulières des interprètes, puis de les mettre... je trouve que la danse... c'est pas seulement juste des arabesques, et aussi la facilité de pouvoir lever les jambes ou au niveau de la flexibilité, mais c'est une méthode d'expression, donc on peut juste prendre un verre d'eau, puis on peut créer une danse à propos d'une gestuelle de tenir un verre. Donc pour moi, ça... Ce que j'essaie de dire un peu, c'est que parce qu'on m'a invité dans le contexte de troisième année d'une école, ça fait aucune importance. Si moi je décide, dans ma tête, c'est peut-être parce que c'est comment je pense, mais je me dis, si je les traite en étudiants, ils vont me donner du travail d'étudiant. Si je les traite comme je traite tout le monde qui travaille pour moi ou avec qui je travaille en tant qu'artiste, donc ça va être le résultat. J'ai travaillé aussi dans une autre pièce dans un contexte universitaire, puis j'ai créé une pièce, puis dans le contexte du festival où c'était, les étudiants étaient... Bon, il y a eu une pièce, un honneur, c'est pour me vanter, mais de dire que la pièce d'étudiante, c'était la meilleure pièce avant d'autres interprètes qui venaient de l'intérieur du Canada et tout. Puis pourtant, les gens disaient, mais c'est une pièce étudiante. Mais quand je la faisais, mais quand ils l'ont vue, ils ont dit, waouh, c'est vraiment... C'est une manière de voir les choses. Puis pour moi, c'est comme... Il n'y a aucune différence, puis... Je leur ai dit, et j'en ai des frissons en ce moment, je leur ai dit énormément, mais j'espère qu'ils l'ont entendu assez, parce que je me trouve très privilégié d'avoir travaillé avec des soifs aussi crus, ou avec des désirs aussi passionnés, avec un vouloir de se donner à 100% et de vouloir se faire pousser à 100%. Je veux dire, c'est rare. Ils ont rien retenu. Puis, le plus important pour moi au niveau de la création, quand tu travailles avec d'autres interprètes, c'est de créer une méthode de confiance pour qu'ils aient confiance en toi, pour leur demander d'aller le plus loin possible. Puis ça, c'est pour moi peut-être la contrainte et la difficulté la plus. Trouver une structure, bon, ça se fait avec le temps, puis il faut être précis, il faut être acharné au niveau de ce qu'on veut, mais d'aller chercher une sorte de respect et de confiance entre toi et les interprètes, c'est quelque chose qui se crée, qui s'accumule et qui s'apprivoise. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important, mais aussi le plus difficile, parce que surtout avec 17 interprètes, il y en avait, c'est comme, tu le vois, mon travail chorégraphique, ça, c'est pas vraiment pour eux. Mais il faut trouver une méthode pour que ça aille les chercher, ou pour que ça devienne pas des interprètes dans la pièce qui disent « Ah, ben, tu sais, il est pas aussi bon, là, ou elle est pas aussi bonne. » Vraiment, c'est que tout le monde soit égal dans leur vivacité, l'intention et tout. Donc, pour moi, c'est plus ça ma priorité que de l'autre. Parce que je connais quelqu'un récemment qui vient de faire une pièce, puis il me dit « Ah, mais c'est une pièce étudiante. Dans ma tête, je voulais rien dire, mais ça me choque. » Vraiment, ça me choque. Tu sais, c'est comme dire, c'est aussi dire que la pièce est pas vraiment bonne parce que c'est pas dans le théâtre, parce qu'il y a pas tu sais, il y a pas d'espace. Mais non, je trouve qu'une pièce, ça devrait se tenir sans musique. Puis avec la musique, ça devient encore plus. Avec les costumes, ça devient encore plus. Vraiment, pour moi, c'est une structure qui doit les mettre en valeur. Mais je te dirais que les forces, il est venu surtout les chercher dans le processus plus que dans le résultat final. Chacun, dans le processus, on a créé selon ce qu'on est. Je veux dire, toute la gestuelle est créée à partir de chaque interprète.
Donc effectivement, à la fin, c'est pas le résultat de dire bon bah voilà, voici un tel, voici 17 danseurs, chacun ses forces. On n'est pas présenté en tant que tel, mais c'est les forces à l'intérieur du processus qui ont créé un résultat. Et on a la chance d'avoir une autre pièce pour montrer une autre facette. Donc c'est aussi on est présenté en tant que finissant. Donc oui, c'est un peu un showcase, mais à l'intérieur de la pièce de Noam, je sens pas du tout ça. D'ailleurs, on apporte tous notre pierre, mais on danse peut-être chacun entre 5 et 8 minutes chacun à l'intérieur de la pièce de 20 minutes. Je serais intéressée de savoir, Élise et Audrea, vos aperçus quand vous avez appris que vous allez interpréter et faire partie d'une processus de création tel conte. Donc, s'il y avait un peu de recherche ou si, tu sais, les émotions à partir du moment où que la nouvelle a été annoncée. Quand on a su que c'était Noam, le chorégraphe? Oui. OK. Ben pour ma part, j'avais entendu parler un petit peu de la compagnie qu'il y avait eu avec Dana, parce que Dana est venue donner des classes dans les années antécédentes, dans le fond. Mais j'avais pas vu directement le travail de Noam. Donc, c'est sûr que on est content, on est choyé parce que ça a l'air que l'école, ça faisait longtemps qu'ils voulaient l'avoir et tout ça. Donc, je pense que tout le monde, on va voir sur YouTube les vidéos, tout ça. Mais je suis arrivée dans le processus un petit peu, ben dans le fond, en une ouverture de découverte, en sachant pas trop ça allait être quoi son approche. Puis, ben c'est le premier chorégraphe, en fait, qui nous a approchés avant de nous voir, dans le sens qu'avant Noël, on a reçu un questionnaire de Noam qui était à remplir dans le temps des fêtes, dans le fond, pour que la première journée, on puisse avoir une discussion sur des questions qu'on avait remplies personnelles. Le très questionnaire... Très personnel. On pourrait avoir un exemple de question? Oui, ben dans le fond, le questionnaire, c'est 2 pages sur nos plus grandes peurs, des mots qui nous inspirent la force, c'est vraiment des mots sur des états d'âme, sur c'est quoi nos craintes, c'est quoi nos plus grandes forces, qu'est-ce qu'on veut chercher à aller pousser dans notre interprétation, ou vraiment des choses comme ça. Puis tu sais, quand tu réponds à ça chez toi, c'est comme, OK, on va prendre le temps de le faire. Puis en même temps, je pense qu'on s'attendait pas non plus à ce qui est arrivé le premier jour, c'est qu'on a passé le cours complet à répondre ouvertement à ces questions-là devant tout le monde. Puis ça a été, pour moi, une approche qui est vraiment, qui vient apporter la confiance. Parce que dans le fond, t'es confronté à quelqu'un que tu connais pas, puis tu lui partages tes plus grandes réflexions, puis tes craintes les plus profondes. Puis je pense que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on n'a pas peur de se censurer devant les autres. Puis là, c'était de s'ouvrir complètement à quelqu'un de nouveau. Mais ça fait que dès la première journée, il y avait une confiance qui était là, puis une espèce d'ouverture que tu as l'impression qui est allée toucher à l'essence même de toi puis de ta personne, avant même de t'avoir vu danser. Fait qu'on a été vu en tant que personne avant d'être vu en tant que danseur. Puis pour moi, ça a gagné pas mal de temps aussi sur les 4 semaines, dans le sens où en une conversation, on a perçu, ou en tout cas, on a donné ce qu'on avait de plus profond à qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Et je suis sûre et certaine que ça a beaucoup teinté le processus. Dans ta façon de nous percevoir et dans ta façon de créer. C'est évident. Hein? Ce qui est important, c'est d'aller chercher les personnalités, puis d'entendre les tonalités de voix, les rythmes, les choix de mots et tout, tu sais, de leurs peurs, leurs craintes, on a parlé aussi de relations, le type de relations, le genre de relations, ce qu'ils aiment au niveau des relations et tout. Donc, ça me donnait une idée un peu avec qui je dealais, puis un peu de comment aller les chercher, comment leur parler, parce que moi, j'utilise beaucoup les mots dès le départ pour essayer de créer un langage chorégraphique, mais un langage chorégraphique qui crée une connexion entre les deux. Puis d'aller chercher leur personnalité, pour moi, c'était personnalité. C'est pas une pièce de personnalité, mais c'est une pièce d'essence. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Vous avez mentionné la musique, puis si je me trompe pas, c'est le Conservatoire de musique de Montréal qui a travaillé en collaboration pour faire la musique. Et à quel moment qui se sont injectés dans le processus, ou s'ils ont vu la pièce finale, ou si c'est la pièce qui est venue avant, ou si la pièce de musique existait déjà. Donc, je m'intéresse un peu à... On a tout cas... son nom, c'est Guillaume. Et c'est un incroyable
jeune musicien. Puis il avait jamais travaillé avec la danse. Donc, on s'est assis au premier meeting, puis la première chose qu'il dit, bon, je vais attendre que la pièce soit finie, puis je crée la musique, puis c'est comme, Puis on disait non, faudrait peut-être qu'après la première semaine, quand tu viendras, tu commences à faire des ébauches, puis que tu nous amènes un peu de musique. Donc, c'est dès le départ, j'ai été un petit peu alarmé. Je me suis dit, merde. Fait que ça allait aider beaucoup au niveau pour moi de me dire qu'il fallait que je crée une pièce qui soit indépendante de la musique. Puis en général, moi, surtout quand je suis de l'extérieur, j'aime beaucoup que la chorégraphie et la musicalité de la pièce se tiennent tout seul. Mais surtout au niveau après la première semaine, il m'amène comme 20 secondes d'un état d'une première section, 40 secondes d'une autre section, puis 10 secondes d'un autre. Je me disais, ça va aller vite. Puis on en parlait, puis on riait. Je dis, tu peux-tu faire un loop, quelque chose qu'au moins pendant 20 minutes pour chaque section? Puis, parce que vraiment, au niveau de l'essence, il était chercher vraiment des choses que j'aimais dès le départ, parce qu'on avait passé déjà une journée pas journée complète, mais l'après-midi complète à lui parler un peu de ce que j'aimais au niveau des rythmes, que je pensais au niveau de la musique, puis mon style pour en écouter de la musique et tout. Donc, il avait très, très bien compris. Mais vraiment, c'est arrivé la dernière semaine. Le reste, moi, j'ai continué à travailler le matériel au niveau du matériel chorégraphique des sections, puis il est venu voir beaucoup. Puis la troisième semaine, il s'est mis à improviser avec ça, c'était génial au niveau des sons, au niveau de la qualité des sons, puis un côté très épuré au niveau de la création. C'est pas des mélodies ou c'est, je sais pas, une sorte d'orchestration musicale où ça change toujours. Il y a vraiment un beat très tribal. Très cru, oui, qui nous dirige, puis il était chercher des tensions, c'est vraiment, ça marche bien, une simplicité qui marie bien la pièce, puis quelque chose de très complexe, mais très simpliste aussi. C'est pas vraiment un beau mot, le mot au niveau de la pièce, mais il y a quelque chose de très simple au niveau de la représentation de la pièce, mais c'est quand même très complexe, mais ça marche beaucoup les musiques. Et au niveau du titre Breathe Me, c'est sûr que c'est un titre qui porte beaucoup de sens, surtout avec autant de monde sur scène qui remplissent l'espace. Pourquoi ce titre-là, en fait? Comment est-ce que ça rejoint la pièce, ça rejoint les thématiques de la pièce? Pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est la respiration. Comment je me sens dans l'espace, et il y a deux choses, ça peut paraître bizarre, c'est au niveau du nez, olfactique, c'est... Olfactique. Pardon? Olfactique. Moi, je sens les gens et je me sens ma respiration. C'est peut-être un peu très animal, j'y pense comme ça, mais la respiration pour aller chercher quelque chose de vrai avec les danseurs pour que ça devienne pas quelque chose dans leur cerveau, il faut que ça soit dans la respiration. Parce que la respiration, si tu peux vraiment, dès le départ, la mettre dans la respiration, ça rentre au niveau du système nerveux. Donc, ça devient pas... parce que le travail que je demande est très... s'accumule beaucoup, puis c'est très complexe au niveau de la répétition et tout. Donc, si tu restes dans ta tête, tu peux très, très vite perdre le compte ou t'imaginer que tu as déjà fait la section parce que, bon, tu répètes, t'accumules, t'enlèves, tu vas vers le devant. Mais au niveau de la respiration, pour moi, c'est peut-être parce que c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Ouais. Et pour nous, la respiration, c'est aussi un moyen de nous unir en tant que groupe. C'est grâce à c'est une gestuelle qui est très, très jetée dans l'espace et qui est très, très, très forte. Et grâce à la respiration, ça nous permet d'être ensemble, d'entendre les autres où est-ce qu'ils sont rendus et c'est comme une deuxième musique dans le fond. Puis quand aussi, je trouve qu'il y a une structure qui est forte, tu sais, la structure au niveau du mouvement et tout, ça peut paraître un peu très juste formel. Donc, si on peut les entendre respirer, ils deviennent plus vrais, ils deviennent plus émotifs, on les sent plus, puis on les voit se transformer aussi. Puis si on voit pas de transformation, surtout quand il y a une gestuelle très formelle, mais aussi très stylisée au niveau de l'intention,
on le sent moins. On le comprend, mais on les sent moins. Puis pour moi, c'est ce qui est important, c'est la transformation au niveau de leur physicalité, mais aussi de l'interprétation. Les mettre dans un état où ils vont le plus loin possible, puis que ce qu'on voit, c'est les résidus de vouloir continuer, de vouloir s'entraider, de vouloir se dépasser, de vouloir d'être aimé. Puis pourtant, il y a beaucoup de triangles dans la pièce où c'est qu'ils vont vers une personne, mais l'autre personne regarde l'autre personne, puis l'autre personne regarde l'autre personne, puis finalement, tout le monde a une soif de vivre et d'être aimé et d'être rassuré et d'être... Mais pourtant, il cherche encore. Il respire. Donc, cette pièce-là, en fait, c'est une de 3 qui va être présentée dans le programme. Les 2 autres, c'est des créations également, originales pour le spectacle. Ouais, c'est assez exceptionnel, je pense, pour un show de finissant qui est 3 créations distinctes. Dans le fond, il y a une création avec Sacha Kleinplatz et une création avec Marc Boivin, donc 2 chorégraphes de génération, 2 univers vraiment différents. Audrey et moi sommes dans la création de Marc Boivin. De la même façon qu'avec Noam, c'est encore une fois une création qui est vraiment venue de notre part et le chorégraphe est là pour structurer la gestuelle. Mais c'est vraiment un spectacle où ce sont les interprètes qui créent le mouvement et de cette création-là par une structure, etc. Puis je pense que c'est aussi une façon de nous préparer au monde qui nous attend dans une semaine. Parce que je pense que ça se passe de plus en plus comme ça. Donc avec Marc, ça a été vraiment 4 semaines de la même façon, très intense, avec une première semaine on génère du mouvement, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on a juste besoin de matière et à partir de cette matière-là, qu'est-ce qui sort? Vous le verrez samedi soir. Et au niveau d'être interprète, en fait, dans 2 pièces comme ça qui suivent, mais qui ont peut-être des énergies très différentes, comment vous approchez ça, de voir vraiment en cours de chemin du spectacle, de voir vous tirer d'une pièce et vous mettre dans l'autre pièce, dans le bon état, en fait, pour la pièce? Moi, je trouve que ce qui était distinct, dans le fond, des 2 processus, c'est que Noam, c'est quelqu'un qui va prendre notre matériel, puis qui va vraiment le pousser dans l'énergie qu'il recherche, quitte à modifier le matériel, puis à vraiment l'amener dans un autre état. Donc, ça peut être notre gestuel, mais l'énergie est quand même commune sur toute la pièce. Tandis que pour moi, ce qui a été différent, c'est que dans le processus avec Marc, c'est notre matériel a pas été touché durant la création. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a généré comme mouvement, on l'a modifié un peu par nous-mêmes, ça a été modulé, mais ça reste vraiment sur la base sur laquelle ça a été créé. Donc, moi, ça m'apporte vraiment 2 dynamismes différents. Dans la pièce de Noam, qui va être beaucoup plus cru, beaucoup plus agressif et attaqué. Puis, je suis pas une personne qui va avoir tendance à aller vers ça. Donc, dans la pièce de Marc, je suis restée beaucoup plus dans le lyrisme, dans quelque chose de plus doux. Puis, les 2 processus, étant donné que c'est quand même éloigné dans l'espace aussi, la pièce de Noam, on a arrêté de la faire un petit peu quand on faisait le processus de Marc. Donc, ça a été plus facile. C'est ça a été plus facile de se détacher parce que des fois, on va avoir une tendance à avoir un petit peu les mêmes patterns qu'on avait dans le processus précédent. Mais en plus, on a coupé les 2 processus par 2 semaines avec la compagnie au Vertigo où on a fait complètement d'autres matériels. Fait qu'il y a eu vraiment une cassure entre les 2 qui a été amenée, qui a fait que j'étais dans un autre état d'âme complètement, dans une autre énergie pour la création, d'un à l'autre, dans le fond. Puis par rapport au jour du spectacle, comment on se... c'est important vraiment de se différencier et de pas... mais comme tu dis, de faire vraiment une coupure entre les 2. Avec notre répétitrice Hélène Leclerc, nous avons on a vraiment une préparation spécifique pour chaque pièce. Donc avant le spectacle, on se garde au moins une demi-heure pour se retrouver dans chaque groupe et faire soit un extrait de la pièce, soit on extrait soit des qualités ou quelque chose qui fait qu'on peut se préparer. Et donc, grâce aussi à l'entracte, on a quand même 15 minutes pour se retrouver, faire fi de ce qu'on vient de faire avec la pièce de Marc et commencer sur une page blanche pour la pièce de Noam pour terminer le spectacle. Donc, je pense vraiment c'est dans la préparation que on fait le changement d'état. Et Audrey, tu as mentionné 2 semaines avec Gros Vertigo. C'était pour l'événement pendant la Nuit Blanche, c'est ça? Oui, exactement.
ça serait intéressant d'en entendre parler. En fait, comment vous avez vécu ça, ce processus-là, de présenter lors de la Nuit Blanche, qui est un grand événement qui attire une foule qui va pas nécessairement aller voir des spectacles de danse? Ben, c'était vraiment une expérience 2 semaines. C'était comme une petite fenêtre de qu'est-ce qu'une compagnie, comment elle marche, en combien de temps on peut créer une sorte de résultat informel, parce que pour la Nuit Blanche, c'était quand même ça. C'était 3 heures d'improvisation de minuit à 3 heures du matin. Donc, c'était aussi un défi de danser en pleine nuit, etc. Mais pour nous, ça a été surtout, je pense, un échange avec la compagnie, avec les danseurs. C'est-à-dire que de la même façon que Noam disait qu'on n'est plus des étudiants, c'était exactement ça. On était autant mis en valeur, on avait autant de liberté que les danseurs de la compagnie au Vertigo, que ce soit dans le processus ou le soir de l'improvisation. Et c'était vraiment un groupe uni. Et le fait aussi de danser à Place des Arts, c'était quand même une belle chance. Ouais. Puis moi, je dirais que il y a aussi le fait qu'on est allé en résidence dans leur studio. Ça nous sort vraiment du cadre de l'école. Tu sais, on recroise pas la direction. On n'est pas là à être sur l'heure de dîner dans la cafétéria commune. On est avec les interprètes dans leur compagnie, puis dans leur studio à eux, c'est vraiment plus comme une scène. Ils ont des éclairages, tout ça. On est en petite répétition, puis on va mettre la musique, on va mettre de l'éclairage. Ça amène une autre dynamique complètement, puis ça apporte vraiment plus le cadre professionnel qui nous sort de l'école. Puis ça, je trouve, ça fait du bien à tout le monde, puis ça a amené quelque chose de plus uni avec les gens de la compagnie aussi. Donc là, on a la suite des choses après que vous avez fini. Il vous reste une journée d'école. Puis les spectacles, bien sûr. Mais après, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est page blanche complètement? Est-ce que vous avez des plans? Je sais que pour Noam, c'est quand même intéressant parce que tu présentes un duo qui s'en vient quand même bientôt. Oui. Donc, je vais prendre le temps de plugger ça. C'est Devote. Oui, Devote. Devote, qui sera présenté le 27 au 31 mai at The Clutch à Vancouver. Oui. Et aussi le 12 qui va faire partie du Canada Dance Festival à Ottawa. Oui. Donc, on a bien hâte de voir ça. Peut-être juste dire quelques mots par rapport au duo qui a été créé en collaboration avec Nova Danse. Oui, avec Nova Danse. Qu'est-ce que je peux dire à propos de la pièce? C'est un amalgame entre moi et Nova, très bizarre. Je veux dire, elle a fait de la danse indienne. Puis c'est un processus qui était très des plus différents que j'ai jamais créé. C'est parce que c'est une pièce finalement qui a été créée indépendamment. Au début, on pensait que nos amalgames de différences pouvaient probablement se connecter, mais quand on est rentré au niveau de la recherche matérielle, c'était bien, mais du moment qu'on est rentré au niveau de la création comme telle de structure, vraiment, c'était comme, il y avait aucune entente. Donc, pourtant, on s'adore bien, puis on s'entend bien, mais au niveau de la création, c'était comme l'eau et le feu. L'eau et le feu, c'est ça. Donc, ça a créé une dynamique au niveau de comment on a créé la pièce qui est des plus différentes. Puis au niveau du résultat, c'est encore un peu dans la transparence qui est en train encore de se saisir. Donc, c'est une pièce qui est différente au niveau de, non seulement au niveau du processus, mais au niveau des attentes, que je pense que ceux qui viennent voir en général mon travail chorégraphique, au niveau de la scénarisation, va pouvoir voir un peu quelque chose d'un peu différent. Moi, je la trouve curieuse, la pièce, en ce moment, puis je la trouve intéressante. Et je trouve qu'il y a des beaux moments qui ressemblent aussi à des choses que je fais au niveau... Il y a du cœur dans la pièce de Breathe Me qui existe dans presque toutes mes pièces. Puis aussi dans cette pièce-là, mais la méthode de travail et la finisation de la représentation chorégraphique est très différente pour moi. Puis ça, j'espère que les gens, j'ai aucune idée de ce que les gens vont dire ou les attentes, si ça va remplir les attentes ou ça va répondre aussi au niveau de même de pouvoir comprendre ce que la pièce est. Et Élise et Audrey. Donc on termine dans une semaine.
On a été sélectionné pour faire le projet Fly, qui est un projet tremplin après l'école. Et donc, en fait, on a 6 semaines de création avec un duo de très, très jeunes chorégraphes, Evelyne Laforêt et Rémi Laurin, je pense. Et donc, Audrey et moi, on fait partie de cette création. On va être 6 danseuses. Et pour nous, c'est vraiment, moi, je vais être très sincère, c'est vraiment une super belle opportunité de sortir de l'école avec un contrat professionnel. Ça, c'est aussi bien mentalement que au niveau de peut-être qu'on avait cette peur ou cette peur du vide juste après l'école. On fait 3 ans où on est de 8h à 6h à l'école, puis tout d'un coup, oula, qu'est-ce que je fais ce matin? Donc pour nous, c'est vraiment une belle chance de faire ça, puis aussi une expérience c'est comme un peu le début d'une carrière qui commence juste après l'école. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité. Puis on fait aussi, on danse aussi au festival à Ottawa. Dans le fond, c'est une création de Ted Robinson pour 4 ou 5 grandes écoles supérieures à travers le Canada. Et voilà, ça va être aussi une expérience. On va être 80 danseurs sur scène. Donc finalement, finalement, il n'y a pas de pause. Ça finalement, il y a pas de ça pause. Continue. Ça continue. Ouais, des stages aussi de danse l'été. Puis des petits projets. Puis aussi, on va, je pense, prendre le nouveau rythme de qu'est-ce que c'est qu'être danseur libre. Parce que on a pu à danser pour répondre à un horaire fixé par quelqu'un d'autre que nous. Il faut dire que, pour moi, je veux dire un gros merci à l'équipe de Lucie et Hélène, parce que le succès aussi de la pièce, pour moi, au niveau du succès de la pièce, c'est pas du résultat, mais du processus. C'est la manière comment ils sont capables de créer dans un côté très pédagogique, mais avoir une pédagogie qui crée des artistes, qui nourrit le côté artistique dans une méthodologie qui est précise. Je veux dire, c'est une école qui, je veux dire, moi, je me trouve très chanceux. J'en ai fait beaucoup quand même des pièces dans des universités et tout. Puis, en général, le ballon entre la pédagogie et le côté artistique, je veux dire, des fois, il y a une grosse différence. Puis ici, je veux dire que le niveau artistique est très fort. Puis au niveau aussi de la technique, mais au niveau en tant que chorégraphe, pour moi, c'était un milieu incroyable. Puis je leur dire merci, puis je leur ai dit à tous les jours, puis ils ont dû me trouver vraiment fou. Mais c'est comme, il y a vraiment, ils sont géniaux, ces 2 filles-là. Puis ils ont une équipe que tu vois avec eux, puis ils sont pas seuls, là, mais c'est avec ceux que je dealais le plus, parce qu'il y a une autre équipe qui est beaucoup plus, c'est une institution, là, mais ils sont géniaux. Moi, je leur dis encore merci. Puis, vous avez 2 grandes artistes devant vous aussi. Puis, il y en a 15 autres qui s'en viennent sur la scène. Donc, profitez-en. Donc, pour conclure, vous pouvez voir le travail de Noam Gagnon, qui va être interprété par 17 finissantes du programme de l'ADMI, qu'on n'appelle plus l'ADMI, l'école de danse contemporaine de Montréal. Donc, la pièce s'appelle Breathe Me. Il sera présenté le 15 au 17 mai à 8h. Le spectacle est gratuit, mais il faut réserver vos billets parce que ça va assez rapidement. Et c'est à la Maison de la Culture Frontenac. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci.
le Festival Fringe de Montréal, le Festival Sainte-Ambroise Fringe de Montréal, qui a lieu entre le 2 au 22 juin. Le lancement du festival officiel, c'est le Fringe for All, qui est, oui, le 2 juin au Café Campus. On a très hâte. Moi, ça fait quelques années que je suis impliquée avec le festival, donc ça me fait beaucoup plaisir d'en parler. Avec Amy Blackmore, qui est ici en studio avec nous, qui m'a tout appris du Fringe, puis qui m'a donné la piqûre, si on peut dire. Donc, en ce moment, je vis pour le Fringe. Ça va bien? Oui, je peux pas croire qu'on est déjà là. C'est ça que je me dis chaque jour. Une année est déjà passée, puis c'est presque le temps pour le festival encore. C'est un peu choquant. Ouais, genre, j'ai des frissons à juste entendre. Tu sais, ça arrive à grands pas. Totalement. Le festival, c'est un festival qui a lieu partout autour du monde. Le festival Fringe existe, mais il y a quelque chose d'assez particulier avec le festival ici à Montréal. Et je crois que c'est non seulement le fait que ce soit un festival bilingue, mais aussi un festival qui a beaucoup de danse. Donc, on pourrait peut-être parler de ça, puis les raisons pourquoi. Totalement. Oui, mais c'est intéressant parce que à travers du monde, le Fringe, c'est vraiment un festival de théâtre. Un festival de performance, mais plus du côté théâtral. Au Canada, c'est vraiment seulement Montréal et Toronto qui a beaucoup de danse, et Montréal le plus. Et je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi. Il faut savoir comment on est programmé. Donc, au Festival Fringe, c'est vraiment un festival d'expression libre, de diversité en art. Donc, on a un mandat assez particulier qui est que tous les spectacles dans le festival sont pris par tirage au sort, et nous, comme organisateurs du festival, on n'exerce aucune direction artistique sur les spectacles, donc il peut faire n'importe quoi qu'il veut. Les artistes reçoivent 100% de leur billetterie et les prix sont très abordables pour le public, donc 10$ et moins. Alors, la chose qui est importante vraiment, c'est la première vue que c'est un tirage au sort et que n'importe qui peut s'inscrire pour être dans le festival. Ça veut dire que ce qu'on voit, c'est une réflexion de la ville de Montréal, du métropole artistique. À Montréal, il y a beaucoup de compagnies de danse, de chorégraphes, d'écoles, de formation en danse. Et je crois que c'est vraiment pour ça qu'on voit beaucoup de danse au festival. Donc, c'est un festival qui est non seulement accessible pour les artistes, mais aussi pour le grand public. Puis cette année, on a 8 compagnies de danse, qui est quand même très nombreux. Des gens qu'on connaît déjà du milieu de la danse et aussi des noms qu'on reconnaît peut-être pas, donc des nouvelles découvertes. Dans le Festival Fringe, il y a plusieurs lieux qui sont quand même bien situés pour nos CV artistiques, lieux de danse. On peut-tu un peu parler des salles de spectacle? Oui, certainement. Avec la danse, c'est sûr qu'il faut que la majorité des spectacles soient dans une vraie salle. Alors, c'est sûr qu'au Fringe, il y a beaucoup de salles qui sont construites par nous-mêmes, un peu style DIY. Mais les spectacles de danse sont vraiment dans les salles plus établies, comme le studio Jean Valcourt et studio multimédia au Conservatoire sur Henri-Julien. Et on a aussi la Chapelle, le Mai et tout. Alors, c'est sûr que les spectacles de danse sont dans des salles avec air climatisé. C'est ça une façon que j'essaie de le vendre au monde. Parce qu'aussi au Fringe, le monde qui sort, c'est pas seulement des publics de danse, c'est du public qui aime ça, le théâtre, la musique, un peu de tout. Et on voit beaucoup de crossover avec les audiences, qui est toujours cool. Quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, il y a souvent un public qui voit la danse peut-être pour la première fois. Donc, ça rend la scène non seulement contemporaine, mais aussi urbaine, parce qu'on a aussi du b-boy et des spectacles, même un spectacle culturel de danse japonaise. Donc, il y a plein de choses. C'est vraiment il y a un buffet pour tout. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. On peut parler aussi, peut-être, il y a des événements qui
qui aide à promouvoir la danse dans le festival. Donc, non seulement les spectacles ou les compagnies. On peut parler de ça un peu. C'est sûr, cette année, j'ai invité Karen Fennell, qui organise le spectacle So You Think That Was Dance. Ça a débuté au Mainline dans le festival Bouge d'ici. Et je pense qu'elle l'a repris déjà 2 fois au théâtre. Donc, durant le festival, elle va faire une édition du Fringe, So You Think That Was Dance. Mais ce n'est pas nécessairement avec des compagnies du festival. C'est encore un spectacle pour la communauté de danse. Et ce qu'elle fait, c'est il y a à peu près 6 à 8 chorégraphe ou interprète qui prend la scène pour prendre un petit risque pour montrer quelque chose qui travaille sur et c'est sûr c'est une belle ambiance. Après tout le monde prend un bière ensemble, on discute la danse un peu plus puis c'est intéressant. Donc, c'est une plateforme. Je sais pas si la programmation est déjà faite, mais elle va sûrement être annoncée d'ici peu sur le site Internet. Donc, on peut parler un peu du site Internet qui a été lancé à la conférence de presse ou en même temps, je crois. Donc, un site qui fait en sorte qu'il y a plus de... Donc, non seulement que le Festival Fringe est accessible, que les prix sont abordables, mais aussi le site Internet va te permettre de trouver ce que vous cherchez en tant que spectacle. Donc, si la danse vous intéresse, vous pouvez aller dans genre et trouver tous les spectacles de danse qui seront là devant toi avec les noms de compagnie, les noms des spectacles et aussi quelques noms que vous reconnaissez ou reconnaissez peut-être pas. Donc, as-tu des suggestions ou des coups de cœur qui vont être dans le festival cette année? Des coups de cœur, c'est vraiment difficile à dire. D'après moi, ce que je dis souvent au monde, ben, eux, ils me demandent, Amy, il y a 110 compagnies avec plus que 700 représentations. Comment est-ce que je choisis un spectacle? C'est toujours très difficile, vu qu'il y a autant de shows et de compagnies. Et moi, je dirais, il y a 2 choses à faire pour vraiment t'aider. Premièrement, c'est d'y aller au Fringe for All, qui est le lancement du festival le 2 juin à 19h au Café Campus. C'est là que chaque compagnie va faire 2 minutes sur la scène pour vraiment essayer de convaincre les audiences de venir voir leur show. Mais deuxièmement, je dirais, ce serait intéressant d'aller sur notre site web montrealfringe.ca ou sur Twitter, regarder pour le hashtag FringeBuzz. Le Fringe Buzz est quelque chose qui est vraiment dans nos racines on est du festival. Et c'est l'idée d'une conversation, d'un dialogue entre artistes et spectateurs, sans personne de milieu, avec aucune médiation, on peut dire. Pour nous, on croit vraiment dans l'idée de la liberté artistique, mais aussi de la liberté d'opinion artistique. Donc, tu peux voir sur notre site web ou avec le hashtag FringeBuzz, le public est toujours invité à venir faire le petit revue ou critique de spectacle. Et c'est souvent ça qui est roi au Fringe, le bouche à l'oreille. Mais cette année, c'est vraiment avec le FringeBuzz. Alors, tu peux juste aller sur Twitter, hashtag FringeBuzz, où tu peux trouver le petit à commercial FringeBuzz, le petit handle, et c'est ça. Mes coups de cœur, pour moi, honnêtement, j'ai hâte à voir qu'est-ce que Julia Barrette-Laperrière va faire au Fringe, parce que pour elle, je pense que c'est une très grande année artistiquement. Elle a fait Danse prisonnière en décembre, je crois, et après ça... j'étais assez chanceuse de travailler avec elle à Bouge d'ici. Alors, je suis intéressée à voir qu'est-ce qu'elle va présenter à Studio Jean Valcourt dans le festival. Et juste pour mentionner aussi, on a ajouté un spectacle dans la programmation cette année. Malheureusement, il y a un spectacle qui n'a pas pu présenter. Donc, cette compagnie-là a été remplacée par Pascal Janssen qui va présenter un court-métrage de danse. Donc, on a hâte de voir ça aussi. Tellement. C'est assez rare qu'on a du cinéma dans nos salles, mais maintenant, je pense que ça va commencer peu par peu. Et Pascal, c'est vraiment une des premières qui va montrer un film 6 fois dans le festival. Donc, le festival, donne vraiment une opportunité aux artistes, que ce soit des artistes plus jeunes ou avec plus d'expérience, d'avoir de l'expérience sur scène.
Puis il y a plusieurs personnes qui ont passé par le Fringe, donc des noms des chorégraphes qu'on connaît dans le milieu ici à Montréal. Peux-tu parler un peu de ça? Oui, certainement. La relève figure assez fortement au Festival Fringe et c'est sûr que on voit 10 années après, quand on regarde comme les vieux programmes du festival, on voit des noms des artistes qui sont assez connus maintenant. Et c'est parce que le Fringe était vraiment le tremplin pour ces artistes, un carrefour entre des artistes de Montréal comme David Saint-Pierre, qui a participé au Fringe plusieurs fois. Je pense même dans une année que moi je participais au début des années 2000. Il y a aussi Fred Gravel qui a participé. Mais une histoire que j'aime, je pense que j'aime le plus, c'est l'histoire des anciens interprètes du ballet jazz de Montréal. Apparemment, pour plusieurs années de suite, à la fin de leur année, ils ont tous fait des shows au Fringe ensemble, et pas sous le nom de les ballets jazz de Montréal, on s'entend. Mais eux, ils ont fait leur propre spectacle avec et c'était les interprètes qui étaient les chorégraphes pour ces shows. Et c'était vraiment cool comme expérience pour eux, parce que dans toute l'année, ils faisaient la chorégraphie des autres mondes, et cette fois-ci, c'était vraiment leur opportunité de faire leur propre affaire. Et c'est avec ça aussi que l'artiste canadienne Azure Barton, qui habite maintenant à New York et qui est assez connue, elle a commencé sa carrière chorégraphique au Fringe en 2001. Et même maintenant, si tu vas à un de ces shows dans Danse, à Place des Arts ou whatever, on voit toujours un petit mot dans le programme qui dit « Merci au Fringe de me donner l'infrastructure, l'opportunité, la possibilité de partager mes chorégraphies. » Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui a pas oublié. Donc, on a parlé de So You Think That Was Dance, qui est un événement plutôt pour les artistes qui sont déjà dans le milieu, qui veulent essayer de nouvelles créations ou partager leurs idées. Mais il y a aussi dans le festival l'opportunité pour même les non-danseurs et le public général de se laisser aller un peu sur le dance floor. On pourrait peut-être parler de... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de spectacles de danse dans la programmation Fringe, du Fringe, mais on a aussi deux autres volets de programmation. On a le Parc Fringe et on a les Nuits du Fringe, et c'est là où à les Nuits du Fringe qu'on a l'événement de Karen Fennell. Mais il y a aussi le Acme Burlesque, c'est sûr qu'il va y avoir la danse dans celle-là. Et on a très spécial le Fringe Fake Prom. C'est un bal de finissant au Théâtre Mainline, et on veut que tout le monde sort, que le public sort et vienne au théâtre pour danser avec nous. Et c'est sûr que c'est toujours un événement assez amusant qui est un de mes préférés. Donc, c'est votre opportunité de remettre vos robes de bal de finissant. Oui. Peut-être une dernière fois. Moi, j'ai perdu la mienne, honnêtement. Je pense. Moi aussi. Toi aussi, ouais. Donc, on vient de discuter avec Amy Blackmore, qui est la directrice du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal, qui aura lieu entre le 2 juin et le 22 juin ici à Montréal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a très hâte au Fake Prom. Ah, moi aussi. Donc, Dirty Feet a la chance d'être partenaire avec le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Donc, d'ici fin juin, vous allez pouvoir écouter des podcasts, des entrevues avec des artistes qui sont impliqués dans les spectacles de danse pendant le festival. Et aussi, pendant les épisodes, vous allez pouvoir trouver sur notre site Internet et notre page Facebook quelques questions qui vont pouvoir vous donner la chance de gagner un pass pour le festival, donc un super pass. Donc, de visiter notre site Internet et notre page Facebook pour participer. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou
Vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.